Ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Au sommaire, aujourd'hui on parle des vétérinaires. Bah oui, c'est un métier que tout le monde connaît évidemment, qui est en souffrance. On va en parler avec Aymeric Lemarinier, il est président du SANGEV et du collectif Argos. Il nous fera partager à la fois son expérience et puis ses propositions dans quelques instants. Il est notre invité. Smart Philo, le réengagement versus la grande démission, toute relative. On en parlera avec Jean Maty, philosophe consultant et associé chez Noétique Biz. Il sera l'invité de Smart Philo. Le grand entretien, on parlera des retraites. Bah oui, ça revient dans l'actualité, le débat des retraites, avec l'hypothèse d'un amendement au projet de loi de finances de la Sécu pour accélérer le processus. On en parlera avec Hippolyte Dalby. Il est directeur de recherche, président du Cercle des économistes et auteur d'un livre, Les seniors et l'emploi aux presses de Sciences Po. Il sera notre invité. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, on en parlera de l'aviation. Les avions avaient été cloués au sol pendant le Covid. Eh bien, ce secteur redécolle. On en parlera avec un expert à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle aujourd'hui d'un métier alors connu de tout le monde, le métier de vétérinaire. Peut-être qu'on vous a posé la question quand vous étiez gamin, ce que vous vouliez faire plus tard, et vous avez répondu vétérinaire parce que on aime s'occuper des animaux domestiques, des animaux de la ferme aussi. C'est un métier qui est en souffrance. On va en parler avec Aymeric Lemarinier. Vous êtes président du SANGEV, le syndicat du groupe de cliniques vétérinaires, vous-même à la tête d'un groupe de cliniques vétérinaires, 100 cliniques au sein du groupe. Une centaine de cliniques. Et puis vous dirigez le groupe Argos. Alors là, Argos, c'est quoi? C'est la balise qu'on envoie pour faire un appel au secours ou c'est Alors, pas tout à fait. Argos, c'est le nom du chien d'Ulysse qu'il a reconnu quand il est rentré après son long voyage et qui était le premier à le reconnaître. Vous êtes venu sur ce plateau pour nous dire qu'évidemment, il ne fallait pas baisser la tête, qu'il fallait continuer évidemment à se battre, mais la réalité des vétérinaires aujourd'hui est complexe. On lit même qu'ils sont parfois certains presque en burn-out, en rupture psychologique. Qu'est-ce qui se passe dans cette profession ? Ah oui, la profession est en grande souffrance. Le burn-out, même au-delà, c'est-à-dire que 20% des vétérinaires ont eu, au cours des 12 derniers mois, des idéations suicidaires. C'est un chiffre qui est effarant et qui est en très grande partie dû à la pénurie de vétérinaires. On a aujourd'hui, alors pas un manque de vocation, comme vous le disiez, tous les petits-enfants de France ont rêvé à un moment ou à un autre d'être vétérinaires. Et malheureusement, on a une barrière à l'entrée qui est très forte et on a un gros déficit de formation initiale. À titre d'exemple, 54,6% des vétérinaires qui se sont inscrits pour la première fois à l'ordre en 2021 ont été formés à l'étranger. On ne forme pas assez de vétérinaires en France. L'étranger, c'est quoi? Belgique Alors c'est la Belgique, c'est la Roumanie. Comme ça, c'est pour les kinés. Exactement. Alors la Belgique, c'est très ancien. Moi-même, j'ai fait la filière belge. Mais c'est aussi la Roumanie, l'Espagne. On a même des cursus francophones en Roumanie et en Espagne. C'est dire le niveau de pénurie de formation initiale en France. Certains cursus sont faits pour des Français, en Roumanie, pour qu'ils reviennent travailler en France. Je crois entendre le débat qu'on a posé sur les médecins généralistes qui manquaient dans nos campagnes et dans nos villes. En fait, vous êtes confronté à un numerus clausus trop restrictif et on ne forme pas assez de vétérinaires. Exactement, on ne forme pas assez de vétérinaires et même avec cet afflux de vétérinaires formés à l'étranger, il en manquerait encore 532 par an. C'est l'Atlas démographique vétérinaire sorti par l'Ordre récemment qui le confirme. Mais attendez, Aymeric, c'est intéressant ce que vous dites. Il y a deux sujets. Il y a à la fois une pénurie de main-d'œuvre et il y a une réalité psychologique. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des gens qui travaillent trop, qui ont des amplitudes horaires de dingue. Je pense notamment aux vétérinaires à la campagne qui sont obligés de faire des bornes et des bornes entre les. Est-ce que c'est ça la réalité du vétérinaire aujourd'hui? On est loin du vétérinaire en blouse qui s'occupe d'un petit chat qui s'est cassé la griffe. C'est des choses lourdes, le travail d'un vétérinaire. Alors effectivement, vous avez raison. Le métier vétérinaire change beaucoup. On nous demande de plus en plus de services. Et vous avez raison aussi, la pénurie de vétérinaires, elle est globale, c'est-à-dire qu'elle est à la fois en milieu urbain, à la fois en milieu rural. Et d'ailleurs, je voudrais m'opposer aux gens qui appuient beaucoup sur la pénurie en milieu rural. Elle existe, elle est réelle, mais elle n'est pas au détriment d'une pénurie en milieu urbain. C'est-à-dire que quand on a un vétérinaire qui manque dans une ville, ça se voit moins parce qu'il y a autour d'eux d'autres vétérinaires pour prendre en charge. Ça se voit plus en campagne, mais dans les deux cas, on a beaucoup de mal à recruter. Vous avez lancé à travers non pas votre entreprise, mais votre syndicat de groupe de cliniques SANGEV, je dirais un appel au secours. Quels sont vos interlocuteurs? Parce que là, vous posez des diagnostics, vous nous dites on manque de personnel, on a des gens qui sont en souffrance psychologique.
Concrètement, vous avez qui en face? Le ministre de la Santé? Vous avez le patron de l'école vétérinaire? Qui décide là? Alors, nous sommes sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. le Eh MA. oui, Marc Fesneau. Exactement. Alors, le problème, c'est que le ministère de l'Agriculture est un très grand ministère. Monsieur Fesneau est très occupé. Et donc, nous sommes plutôt en lien directement avec l'Ordre des vétérinaires, qui est le corps intermédiaire légitime. Et qui, lui, est l'interlocuteur, évidemment, des instances. DGAL et du ministre. Et c'est vrai que cet ordre des vétérinaires, malheureusement, aujourd'hui, est un peu un des acteurs de cette pénurie. Pendant des années, il s'est opposé. Il s'est d'ailleurs encore opposé, il y a très peu de temps, à la création de cette 5e école privée, au motif qu'elle était privée et que la formation technique n'était pas assurée à partir de la 3e année. Mais nous ne sommes qu'à la première année. Cette année, cette école va accueillir 100 élèves. Ce qui est très bien, hein, ça va faire passer de 628 à 728 le nombre d'élèves formés. Il en faudrait combien de vétérinaires sur le territoire pour formés chaque année? Ouais. Aux alentours de 1500. Donc il en manque la moitié. Il en manque la moitié, et il en manque un tiers, et les 2 tiers ne sont pas formés en France. 100 cliniques vétérinaires chez vous, ça c'est Argos. Vous êtes en pénurie, vous êtes en galère pour recruter, vous aussi? Nous avons un certain nombre de postes ouverts, bien sûr, bien sûr. Alors, le gros intérêt du groupe et ce qui fait que cette dynamique prend beaucoup racine. Vous avez du RH, vous? Aujourd'hui, c'est qu'on a des personnes pour s'occuper de la RH à temps plein, et surtout quand les personnes sont en souffrance, elles ne sont pas seules. Parce que c'est ça, en fait, la réalité du vétérinaire aujourd'hui, à part quelques grandes structures qui ont une 50aine de collaborateurs, c'est souvent des petites structures. Hein. Une clinique vétérinaire, c'est une secrétaire, c'est ça. Ouais. Un peu plus quand même. 2-3 praticiens. Et 2-3 assistants. Ouais, c'est ça. Mais dès qu'un maillon est manquant, dans des structures de taille humaine, eh bien, la charge repose sur les autres, et c'est là qu'on commence ce cercle vicieux de burn-out. Donc c'est quand même un appel au secours que vous lancez là, tant sur les effectifs que sur les conditions de vie et psychologiques de vos collègues. Alors c'est un appel au secours, mais je pense que la solution est assez simple. Malheureusement, elle se met en place avec beaucoup de latence, puisque la formation dure au moins 6 ans. C'est comme pour les médecins? Et voilà, même problème. Alors, on a des échappatoires. Hein. Le premier serait peut-être d'ouvrir plus largement les vannes. Il y a des diplômés étrangers hors Europe qui doivent passer un concours aussi très contraignant, alors que quand on a été formé en Australie, au Québec, on a a priori l'équivalence doit se faire automatiquement. Tout à fait. Et pourtant, cette année encore, il y a eu plus d'une centaine de refus de ces diplômés étrangers qui n'ont pas pu venir travailler en France. Et puis, on peut aussi s'appuyer sur nos auxiliaires. On a 2 postes dans une clinique vétérinaire, les vétérinaires diplômés et les auxiliaires vétérinaires, qui aujourd'hui, malheureusement, sont limités par la loi. Elles ne peuvent, par exemple, pas faire d'injection, pas changer de cathéter, alors qu'une infirmière en milieu humain peut le faire tous les jours. Merci Éric Lemarinier d'être venu nous rendre visite, parce que c'est intéressant de parler de ce métier. On pense que tout va bien, et non, tout ne va pas si bien que cela. Président du SYNGEF, syndicat des groupes de cliniques vétérinaires, et vous-même à la tête d'Argos, qui est un groupe d'une centaine de cliniques, et des centaines de salariés, évidemment, qui travaillent dans ces cliniques. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, c'est Smart Philo, avec la question du réengagement. Bah oui, ça c'est une vraie question, et de la grande démission, évidemment, vue par un philosophe. C'est tout de suite, et c'est Smart Philo. Smart Philo, on parle d'un sujet alors qui est vraiment dans l'actualité du moment, la grande démission. Mais on va en parler là cette fois-ci sous l'angle philosophique, sous l'angle du réengagement. Et on en parle avec Jean Maty. Bonjour Jean, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job. Philosophe, consultant associé chez Noetic Biz. Et alors vous avez choisi de faire un pas de côté parce qu'on nous parle d'une grande démission qui est relative d'ailleurs en France, en vous posant la question de... Et le réengagement dans tout cela, c'est un rêve ou une réalité, cette question? En fait, c'est une réalité, à mon avis, qui cache une autre réalité beaucoup plus profonde, qui serait ce que j'appellerais, pour aller vite, la grande recomposition. Alors, bon, des mots de philosophe, ou en tout cas des tentatives de philosophe. Ce pas de côté philosophique, il nous dit quoi? Il nous dit que, d'abord, si on prend les choses dans l'ordre philosophique, on assiste à une grande mutation du monde et une grande métaphysique du monde nouvelle. C'est quoi la métaphysique? C'est une nouvelle vision du monde. Pour faire très très simple, crise écologique, évidemment. Autrefois, en fait, on exploitait les ressources de la Terre et on les exploitait à des fins du progrès, en lequel on croyait. Et du profit. Et du profit, bien entendu. Et en fait, là, on s'aperçoit que c'est exactement... Alors, c'est pas l'inverse, mais presque. D'un seul coup, il nous faut réatterrir. Comme dit un mentor qui s'appelle Bruno Latour, il faut réatterrir. On était en train de s'envoler dans des rêves, et en fait, il faut réatterrir. Et réatterrir, pourquoi? Et bien, en fait, en se rendant compte qu'il faut bosser pour l'habitabilité du monde, Arnaud. Rien de plus qu'une transformation de vision du monde. Je bosse plus pour un progrès en exploitant des ressources. Je bosse pour l'habitabilité du monde. Ça veut dire quoi en bon français? Ça veut dire les conditions écologiques, quoi. Ça implique un truc, je redescends, je fais un peu comme un entonnoir, ça implique un autre truc qui est une mutation anthropologique cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on n'est plus les mêmes humains qui se représentent ce que c'est qu'un homme.
un humain au sens générique, quoi. Un humain, C'est autrefois... plus l'homo economicus, quoi. Exactement, on est en train de sortir de ça. C'est ça. Alors je dis sortir, la vérité c'est qu'on est un peu en guerre. Il y a l'homo economicus contre l'homo sapiens contre... Il y a un conflit de loyauté à l'intérieur de nous, quoi. Exactement, on est vraiment en conflit parce que clairement on sait que il faut bosser pour l'habitabilité du monde et que dans le même temps, en fait, qu'on veut faire ça, en fait, il faut continuer à manger. Il faut continuer à faire avec l'économie telle qu'elle existe. Ça, c'est la problématique d'un chef d'entreprise. Hein. C'est très clairement ma problématique de chef d'entreprise, la problématique même des collaborateurs et de mes collaborateurs. En gros, là aussi, un peu de philo. Hein. Qu'est-ce que ça implique en termes de philosophie et d'anthropologie, c'est-à-dire la philosophie de l'homme? On est en train de subsister, ok, il faut qu'on gagne notre pain à la sueur de notre front. On est en train d'exister, c'est-à-dire qu'on est aussi des gens qui avons besoin de reconnaissance sociale, c'est normal, c'est juste normal d'exister aux yeux des autres. Mais il faut qu'on consiste. Ça veut dire quoi qu'on consiste? Ça, c'est un mot de philosophe. Ça, c'est un mot clairement de philosophe. On subsiste, on existe, on consiste. On consiste quoi? En fait, on œuvre à des choses. On a besoin d'œuvrer à des choses plus grandes que nous pour nous sentir totalement être un être humain. Bon, Arnaud... Quel programme, Jean, quel programme? Le programme de fou, et je pèse mes mots, c'est presque un programme... De fou ou de fond? De fond et de fou, bien vu. C'est que c'est d'abord un programme aussi de fou, parce que ça nous met en conflit de... il faut que je subsiste, mais je sais aussi qu'il faut que je consiste. Il faut qu'on fasse une... Ouais, il faut sauver le monde, mais j'ai besoin d'utiliser le monde pour le sauver. Donc, mais je vais faire mes courses et je mets de l'essence dans la voiture. Exactement, j'ai besoin quand même d'essence. Ouais, exactement ça. Donc, ce que je veux dire, je finis avec mon entonnoir, pardon pour cette intro un peu philo, un peu prise de hauteur, mais ce pas de côté, il nous fait dire quoi? Il nous fait dire que maintenant, les collaborateurs que nous sommes, ou les entrepreneurs que nous sommes, mais là, je vais faire un petit focus sur le collaborateur, en fait, autrefois, il se pensait lui-même, et on essaye de le penser depuis un certain nombre d'années comme un client interne à satisfaire. Et je pense qu'il faut qu'on franchisse un cap supplémentaire. C'est plus juste des collaborateurs. Les collaborateurs sont juste plus des clients qu'il faudrait satisfaire. Ce sont aussi des contributeurs, des partenaires, des êtres hybrides comme l'est le conflit qu'il y a en nous, cette hybridation entre il faut que je sauve le monde et en même temps il faut que je gagne mon pain. Ce conflit, en fait, il existe à l'intérieur de nous, entrepreneurs, il existe à l'intérieur de nous, collaborateurs. Et ça fait de nous des êtres hybrides. C'est le cas de le dire. On a envie de ceci, on a envie de cela, on a envie d'agilité, on a envie de télétravail, et en fait, on est dans... Et en même temps de sécurité. Et en même temps, carrément de sécurité. Non, je veux dire, il ne faut pas déconner. Et en fait, ce sujet-là... C'est un casse-tête pour les DRH, Jean. Voilà, j'y viens. Là, c'est ça. Je ne sais pas ce que le philosophe peut apporter comme pierre à l'édifice, mais le DRH se prend la tête. Le DRH se prend la tête. Et moi, mon sujet, c'est... Je veux qu'il arrête de penser, ce DRH ou cette DRH, je veux qu'elle arrête de penser foncièrement à faire des collaborateurs des clients, mais je veux qu'elle prenne la pleine mesure, ou qu'ils prennent la pleine mesure, en fait, de la nécessité de dialoguer, de la nécessité de recomposer, en fait, nos vies à l'intérieur de l'entreprise. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le DRH, il est garant du dialogue. Et c'est un truc de fou comme révolution. Donc la thématique posée aujourd'hui, réengagement versus grande démission, c'est pas aussi négatif que cela. D'abord, on n'assiste pas réellement à une grande démission. Exact. Et le réengagement doit se réécrire au fil de l'actualité climatique. Exactement. En fait, il y a un réengagement, voire une recomposition de nos existences, à négocier et à dialoguer dans l'entreprise. Alors, concrètement quoi? Ça peut être premièrement au niveau simple opérationnel, Arnaud, simple, de la régulation dans l'équipe. C'est-à-dire la régulation dans l'équipe, c'est un vieux truc. J'invente rien en fait en disant ça. Je pointe le doigt là-dessus. C'est la régulation, c'est par exemple le fait de nous parler de la manière dont on interagit les uns avec les autres pour améliorer notre travail ensemble. Et ça, les DRH, ça fait longtemps qu'ils ne travaillent plus ce sujet-là. Est-ce que tout part aussi de l'entretien de recrutement? C'est-à-dire qu'avant même d'avoir mis un pied dans l'entreprise et d'être dans l'écosystème, ça démarre quand même dans la première relation. Je dirais l'angle, la couleur que le DRH met à son entretien. Je pense que cet entretien, c'est tout à fait vrai. Je pense que cet entretien, il doit tout de suite incarner les valeurs qui sont, vous savez Arnaud, c'est affiché au frontispice. Sur le temple de Delphes, c'est affiché quoi. On a des chartes éthiques, on a des politiques managériales, on a des valeurs corporate. Mais tout de suite, ça, on doit en faire des outils opérants communs. On n'en prend pas 50, Arnaud, on en prend 4, on les pose sur la table et dans l'entretien de recrutement, on parle de la manière dont on vit ces valeurs et on demande à notre futur recruté éventuellement ce qu'il pense de ces valeurs-là. Et on le met dans une configuration, on est comme disent les coachs, parce que par moment ils disent des choses hyper pertinentes,
on est alors modélisant. C'est-à-dire on est à l'image de ce qu'on veut incarner pour le futur recruté. On est en train d'incarner les valeurs qu'on veut prêcher. Et il prédispose finalement le futur recruté à suivre, à s'impliquer aussi avec un message totalement pas stricto sensu dans l'échange classique de exactement. Vos rêves, vos passions et vos qualités. Et ouais, c'est ça, c'est que tout de suite, on est en train d'expérimenter un style de vie, un style de travailler ensemble au premier mot, grâce aux valeurs. Merci Jean pour cet éclairage. Très intéressant de prendre un pas de côté sur ce mot de réengagement. On en parle beaucoup sur ce plateau. Jean Mathie, philosophe, consultant et fondateur de Noéthique Biz. Vous êtes aussi un entrepreneur audacieux. On fait une courte pause. On va s'intéresser à un autre sujet qu'il est sensible. La réforme des retraites, évidemment, versus les seniors. C'est compliqué, ces seniors. Alors, on parle des jeunes. Puis, à l'autre bout de la chaîne, il y a ces femmes et hommes qui, à 50 ans, parfois se retrouvent sur le carreau. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est un élément important de cette réforme des retraites. Faut-il les accompagner, les former ? Quelle est la solution ? On en parlera dans quelques instants avec notre expert. Il a écrit un livre, Hippolyte Dalbis, justement, sur les seniors et l'emploi. Il est notre invité. C'est un focus sur les seniors et l'emploi. C'est juste après la pause. Le cercle RH est un grand entretien au moment où on en parle beaucoup de cette réforme des retraites à laquelle est très attaché le président Emmanuel Macron. On reviendra sur les chiffres du corps et on va parler des seniors et de l'emploi. On parle des jeunes, évidemment, c'est un vrai sujet, ceux qui rentrent dans l'emploi, puis évidemment les seniors, les plus de 50 ans. On reviendra d'ailleurs sur le curseur, hein, on le met où ? On est senior à quel âge ? Ça, c'est une autre question importante et on en parle avec un expert, Hippolyte Dalbis. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Vous êtes professeur à l'école d'économie de Paris. Vous êtes le président du Cercle des économistes. Et alors, vous vous exprimez bien sûr dans la presse et vous écrivez aussi les seniors et l'emploi, sécuriser l'emploi, Sciences Po, aux presses de Sciences Po. On va parler de ce livre parce qu'il est très détaillé. Il démarre d'ailleurs comme une narration de roman. On se dit, oh, un livre d'économie qui démarre comme un roman avec Jean-Michel et Sophie, le père et sa fille. On y reviendra. D'abord, quelques mots sur ces chiffres. Le corps nous dit, le Conseil d'orientation des retraites, et on va découvrir les chiffres, il y a un excédent, c'est plutôt une bonne nouvelle, on le voit, 900 millions d'euros d'excédent en 2021, 3,2 milliards d'euros d'excédent en 2022, on se dit bonne nouvelle, et on se dit même, et là je me tourne vers l'expert, est-ce qu'il est nécessaire, nous dit-on, de faire passer un amendement au projet de loi de finances de la Sécu pour avancer le processus de réforme ? Est-ce qu'on est autant dans l'urgence que cela ? Alors, regardez les chiffres annuels, c'est pas nécessairement pertinent. En fait, ce qui est important pour un système de retraite, c'est que sur le long terme, il soit stable. C'est-à-dire qu'il soit capable de remplir sa mission, c'est-à-dire de financer les retraites. D'accord ? Donc, vous pouvez avoir des années où vous avez des bonnes années. Finalement, les cotisations qui rentrent sont supérieures aux prestations. Alors, ça veut dire que les cotisations sont rentrées, là, avec les excédents. Hein. Voilà. Lorsque vous êtes en excédent, c'est le cas. Et puis, il y a des années qui seront moins bonnes. On s'attend quand même à des années qui sont un petit peu difficiles, là, devant nous. Et économiquement, on n'est pas très optimiste. Hein. Et donc, lorsque l'économie va moins bien, on s'attend à évidemment moins de cotisations qui rentrent. Et donc, les prestations, elles, continuent d'augmenter. Et ce qui est très intéressant en fait dans le rapport du corps, c'est que justement il se démarque un petit peu de la question déficit-excédent, oui. Et il regarde bien le poids des retraites dans l'économie. D'accord ? Et du fait ce qu'on appelle le vieillissement de la population, c'est-à-dire l'arrivée en fait de générations massives en fait à la retraite. On vit de plus en plus vieux. Et au fait, et ça c'est une bonne nouvelle, et au fait que les gens vivent de plus en plus vieux, eh ben, il faut servir des retraites à plus de gens pendant plus longtemps, et du coup le système est mis un petit peu en danger, et ça c'est un processus structurel qui va se poursuivre. C'est-à-dire qu'il va falloir continuer à ponctionner l'économie, il va falloir continuer à ponctionner essentiellement le travail pour financer cette masse très importante de personnes à la retraite. Avant d'évoquer, parce que notre retraite par répartition, on va y revenir, ce sont des cotisations patronales, salariales, pour constituer des prélèvements qui vont venir nous permettre d'avoir des pensions. On reviendra d'ailleurs sur le calcul de la pension, parce que les pensions sont de plus en plus faibles. D'abord, un mot sur l'économie. Vous dites quand même, au-delà de ces bons chiffres d'excédent du corps, s'annoncent des années difficiles.
vous dites ça parce que globalement, on nous annonce une croissance plus faible que prévu, que mécaniquement, la crise énergétique risque de créer du chômage, et que si on recrée du chômage, c'est pas bon pour les retraites. Est-ce que c'est ça la logique ou la spirale infernale? C'est tout à fait ça. Il y a un contexte qui est plutôt négatif. Vivre dans un monde où l'énergie est beaucoup plus chère, sachant qu'on l'importe, c'est un souci. Donc, c'est des coûts qui sont plus importants pour les entreprises. Vous avez du coup une inflation qui se répand un petit peu dans tous les secteurs de l'économie. Et donc, ça, c'est aussi potentiellement des coûts supplémentaires pour les entreprises. Rien que l'augmentation du SMIC, qui est légale, ce sont plus de coûts. Et donc, finalement, les gens réagissent en réaugmentant leurs prix. Et puis, voilà, la spirale se met en place. Donc, on s'attend à non seulement avec un monde où l'énergie est chère, mais aussi les taux d'intérêt vont certainement la BCE hésite un peu là. Elle hésite un peu. Je veux dire, c'est pas facile. Bah oui. C'est pas facile. Ah oui, il faut le faire de manière souple. Il ne faut pas le faire de manière brutale. On est d'accord. Oui, et puis il y a beaucoup de dimensions de communication en fait maintenant de la part des banques centrales pour pas affoler les marchés et puis même la population, les entreprises. Je veux dire, oui, on est sur la ligne de crête, donc on n'est pas dans une situation très positive, sachant qu'on a en plus à financer cette urgence qui est, je dirais, de donner une fin de vie digne en fait à une masse considérable de personnes. Et il y a d'autres urgences. Il y a l'urgence écologique qu'il faut aussi financer. Il y a l'éducation, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a à la fois beaucoup de besoins et un État qui fait face à une croissance qui est ralentie, des recettes qui diminuent et qui hérite d'une dette qui est assez élevée du fait du Covid. Je veux dire, le but ici, c'est pas de refaire le match et de dire ce qu'il aurait fallu faire, vous voyez. Mais ce qui est important, c'est de se dire, on est dans une situation qui est plutôt délicate. Et donc, je pense que les prévisions du corps en tiennent compte. Parce que c'est positif 2021-2022, mais ensuite les choses se dégradent et le corps dit il va falloir faire quelque chose. Je parle de votre livre, Les seniors et l'emploi, parce que c'est un livre érudit, à destination quand même de gens qui aiment les chiffres, en tout cas dans les 3/4 du livre, mais le début du livre démarre par une histoire, personnage fictif, Jean-Michel, qui s'est fait licencier avant la retraite. Il est métallo dans l'Est de la France, et puis sa fille, Sophie, qui vient le rejoindre, mais qui elle-même va se faire embaucher, lui annonce-t-elle, au moment de son départ, dans une entreprise comptable, et 30 ans plus tard, elle subit, dans le tertiaire cette fois-ci, le même sort. Elle est licenciée avant la retraite, et vous dites, à travers ces deux exemples, ces deux typologies, on va essayer d'expliquer à quoi ressemble notre modèle. Vous, l'économiste, ce modèle par répartition, parce que c'est un sujet qui sera posé dans le débat politique, il faut le conserver, parce que c'est vrai que c'est une sorte de mantra. On nous dit qu'il faut sauver le modèle par répartition. Est-ce qu'on n'est pas en train, doucement, de nous préparer à inventer un modèle hybride, qui est un mot très à la mode? Non, ce qui est important, c'est quand même de respecter les engagements. Une société, vis-à-vis de ses aînés, ou vis-à-vis de son passé, elle doit respecter ce pourquoi elle s'était engagée, c'est-à-dire financer des retraites. Ça coûte très cher, et donc ça, c'est une contrainte, finalement, pour l'économie. Donc, en effet, il y a peut-être des dimensions techniques, il y a peut-être des ajustements à faire, etc. Mais c'est pas ça l'essentiel. C'est plutôt de respecter les engagements qui avaient été pris. Donc, notre modèle. Donc, le modèle par répartition. Mais alors oui, il peut évoluer, il peut être modifié, mais c'était plutôt un engagement. Et l'engagement, c'est après une vie de travail, vous aurez le droit finalement à une dernière partie de vie, si on peut dire, qui soit digne. Et vous avez été gentil de rappeler un peu l'accroche de mon livre. C'est passionnant. L'idée, c'est aussi de peut-être quitter un petit peu ces débats qui sont un peu abstraits, qui sont financiers, qui sont techniques, et de revenir en fait sur la vie des gens. Oui, bien sûr. Et l'économie a besoin aussi de cette humanité. Bon, le livre, il est quand même technique. Oui, parce que vous travaillez sur la courbe en U, vous nous expliquez avec un graphique que vous avez constitué à travers votre étude, à quel moment... En 2000 d'ailleurs, parce que c'est le point bas. On partait à 59 ans à la retraite et on voit que depuis les années 2000, ça remonte. C'est quoi l'âge moyen du départ à la retraite là aujourd'hui ?
Alors ça dépend comment on le calcule, la façon dont moi je le calcule en prenant juste les taux d'emploi. Ouais. On arrive à 60 ans et ce qui nous fait une espérance de vie à la retraite en fait de 22 ans. Et ça c'est quelque chose d'assez stable. On a en fait depuis les années 2000 plutôt une augmentation du taux d'emploi des seniors. Donc c'est plutôt une 56% bonne nouvelle. Aujourd'hui. On arrive à 56%. Les 55-64, hein, c'est bien la tranche choisie pour ce taux d'emploi. Oui, bah, c'est un peu abstrait. Donc parce qu'on ne sait jamais, voilà. Un senior, vous l'économiste, on nous dit c'est 50, on nous dit 55. Oui, et puis il y a des dimensions qui sont aussi péjoratives, associées au mot senior, etc. Et donc, bon, voilà, on n'arrive pas à trouver. Maintenant, on garde une classe d'âge. L'avantage, c'est qu'on garde toujours la même classe d'âge, vous voyez, d'une année à l'autre. On garde toujours la même classe d'âge lorsqu'on compare des pays. Oui, et bien, on s'aperçoit, voilà, on regarde, est-ce que les gens bossent à ces âges-là? Donc, entre 55 et 64 ans. Et ce qu'on voit, ce qui est très important, c'est que en moyenne, une personne de ces âges-là bosse à 2/3 de moins qu'entre les 25 et 55 ans. C'est ça. D'accord ? Là où, par exemple, dans des pays scandinaves, ils sont à 90%. D'accord ? Donc le taux d'emploi des seniors dans les pays scandinaves est presque le même que celui des les générations dites actives, très actives. Voilà, les 25-55 ans. Qu'est-ce qui se passe, enfin, quel regard vous portez sur justement ce débat qui est sur la table? On a le diagnostic et vous venez de le poser. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on n'arrive pas à garder nos seniors? Alors, donc, si vous voulez bien, je commence par ce qui marche, d'accord, hein, pour le verre à moitié plein. Oui, on va commencer par le verre à moitié plein, parce qu'il ne faut pas toujours, avec cette histoire des seniors et tout ça, de voir le parce qu'on a progressé sur le taux d'emploi. On a quand même beaucoup progressé. Vous voyez, comme vous le disiez, à la fin des années 90, on était à 27%, donc on a gagné 30 points. C'est quand même magnifique. Hein. C'est quelque chose qui a très bien fonctionné. Alors, ça va avec des réformes des retraites, mais pas seulement. Je dirais, moi, le point que j'avance dans le livre, c'est que, en effet, c'est comme si les réformes de retraite avaient suivi ce mouvement de plus de travail, plutôt que l'inverse, plutôt que de l'initier. Et on a plusieurs éléments. Et lorsqu'on regarde, en fait, au creux, c'est-à-dire au moment où le taux d'emploi est le plus faible, c'est le moment où la génération des baby-boomers arrive. Vous voyez, cette fameuse génération, alors c'est de bon ton aujourd'hui toujours de les critiquer, les hockey-boomers, etc. Les après 45. Oui, ceux qui sont nés après 45. Mais bon, ils ont fait quand même beaucoup de choses. Hein. Ils ont fait 68, ils ont révolutionné la famille, ils ont révolutionné la sexualité. Et pourquoi pas ils ont relancé le pays aussi. Hein. Voilà. Et bien, tout ils n'ont pas fait que faire la fête. Et bien, tout à fait. Et bien, à partir du moment où ils arrivent dans les âges, vous voyez, 55 à 64 ans, eh ben, on s'aperçoit d'un décollage. D'accord ? Donc, ils révolutionnent d'une certaine manière l'emploi et l'emploi des seniors. Alors, dans votre livre, vous comparez avec le modèle et les chiffres allemands, où ils ont connu un taux de chômage élevé d'ailleurs chez les seniors. Il faut le rappeler, on compare toujours l'Allemagne comme étant le pays modèle, mais eux aussi ont eu des difficultés. La courbe en U, dont vous nous expliquez le modèle, mais la question qui va être posée aux Français, aux chefs d'entreprise, il y a déjà les syndicats, vous avez vu, qui ont été consultés, MEDEF et syndicats salariaux, tous sont opposés. Les deux leviers, c'est quoi? On touche aux cotisations, c'est-à-dire on dit il faudra ponctionner un peu plus sur votre salaire pour financer votre retraite, ça c'est l'option 1. C'est quoi les possibilités? On va allonger jusqu'à quand ce travail? C'est la question que les Français se disent. Moi, je suis en ai ras-le-bol, à 60 ans, je m'arrête. Et on va leur dire, non, c'est 64. Vous posez très bien le débat. Hein. De toute façon, il n'y a pas tellement de marge de manœuvre. Parce que baisser les retraites, c'est compliqué. Les pensions sont faibles. Les pensions sont assez faibles, voilà. Augmenter les cotisations, ça met finalement les entreprises dans une situation un peu compliquée. Donc on a joué aussi sur le financement en fait de la sécurité sociale et notamment des retraites, hein, en déplaçant un petit peu vers la CSG. Donc il faut bien voir aussi que la fameuse, oui, mais les retraités, qui grossit d'année en année. Oui, mais les retraités participent aujourd'hui. Hein. C'est plus que le travail. Vous voyez, les retraités participent au financement de la protection sociale. Donc voilà, il y a un petit peu de marge de manœuvre là-dessus. Et puis la dernière dimension, c'est de se dire, on augmente l'âge de la retraite.
Le débat arrive tout de suite en disant oui, mais vous augmentez l'âge de la retraite alors qu'il y a du chômage chez les seniors. Oui. Donc il y a un paradoxe. Oui. Et puis alors le débat est oui, d'accord, mais c'est justement parce qu'il y a du chômage chez les seniors qu'il faut augmenter l'âge de la retraite. Et donc c'est vraiment cette question que on se mord la queue en permanence sur ce sujet. Oui, on se mord la queue. En fait, la solution à cet apparent paradoxe est assez simple. C'est-à-dire que, en gros, évidemment, pour les fonctionnaires ou bien pour les personnes qui ont un bon emploi stable, qui ont une bonne éducation, qui sont bien insérées, etc., finalement, augmenter les paramètres qui font que l'on accroît l'âge de la retraite, il n'y a pas de souci. Ils travaillent plus longtemps. Alors, ils peuvent être contents, pas contents, etc. Mais je veux dire, ça fonctionne. Mais ceux qui sont déjà éloignés de l'emploi... En carrière hachée. Oui, en carrière hachée, ou qui sont déjà écartés de l'emploi, ou qui sont déjà au chômage, toutes ces réformes, vous voyez, n'améliorent pas. Et donc, ce que vous créez, c'est vous créez une dichotomie dans votre société au sein des seniors. Et une tension. Et des tensions. Et des tensions de fait, mais avec d'un côté ceux qui sont bien insérés et ceux qui ne sont pas bien insérés. Et donc, c'est pour ça qu'il faut prendre le débat pas juste sous l'angle de l'équilibre du régime des retraites, mais de l'écarter. Alors, une des dimensions, c'est justement quand on regarde ce qui s'est passé depuis 20 ans, parce qu'on accumule des succès, je veux dire, le taux d'emploi s'améliore, et bien on regarde par exemple que la part des femmes qui travaillent est très importante. J'allais y venir. Votre livre, vous évoquez ce sujet dont on ne parle jamais, la progression de la part des femmes seniors dans l'emploi. D'abord, ça s'explique comment ? Eh ben, vous avez des générations, donc on peut revenir aux baby-boomeuses aussi, mais vous avez des générations où les femmes travaillent plus. D'accord ? Donc, lorsque ces personnes arrivent aux âges 55-64 ans, eh ben, mécaniquement, si je puis dire, il y a plus de personnes qui travaillent. Et puis après, il y a des phénomènes qui sont un petit peu particuliers. C'est que, en moyenne, surtout pour ces générations-là, les épouses sont plus jeunes que leur mari. Oui. Et donc, madame qui travaille et qui continue de travailler, incite un peu monsieur à continuer lui-même. À continuer lui aussi. Il n'a pas envie de se retrouver tout seul à la maison. Pour attendre, évidemment, que son épouse termine à son tour. Exactement. Donc il y a un effet d'entraînement, vous voyez, avec l'emploi des femmes. Et les familles monoparentales, peut-être, Hippolyte Dalby, il y a aussi des femmes seules qui sont elles aussi obligées de continuer à travailler. Bien sûr. Là, on est sur des générations, voilà, on parle des gens de 60 ans, hein, donc c'est un phénomène qui va arriver, mais qui est un petit peu moins présent pour ces générations-là. Et donc, si vous voulez de l'emploi, si vous voulez renforcer l'emploi des seniors, il faut faire en sorte que la société favorise l'emploi des femmes. Bah oui. Et ça, c'est tout au long, vous voyez, de la carrière. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ce que, après une grossesse ou après, etc., après une interruption pour des raisons familiales. Vous le dites, Sophie, elle a eu un divorce et puis deux grossesses. C'est pas. Vous le dites dès le début du livre, que ça n'a pas été simple pour sa carrière. Elle ne s'est jamais vraiment remis. Exactement. Et ça, c'est un des cas qu'on rencontre très souvent et qui, du coup, finalement, ne travaille pas quand elle est senior. Exactement. Et donc, finalement, mon sentiment, c'est que les entreprises ont beaucoup progressé sur la question de la conciliation entre la vie privée et vie professionnelle. Mais cette conciliation, c'est pas juste pour les parents de jeunes enfants. C'est tout au long de la vie, d'accord ? Et y compris aussi pour les seniors, et y compris pour ces femmes seniors qui parfois s'occupent de leur mère ou de leur père dépendant. Vous voyez, vous avez des contraintes familiales qui sont propres à chaque âge, et il n'y a pas de raison de ne pas prendre en compte celle des seniors. La formation pour ces seniors, elle est importante, parce que vous l'évoquez dans le livre, on l'entend, alors c'est un peu un marronnier, mais il faut la rendre concrète, cette formation, leur permettre d'accéder à avoir tous les outils, tant sur le numérique que sur l'aisance, l'éloquence, enfin tous ces sujets-là, on en parle, mais c'est compliqué. La formation, c'est colossal. De toute façon, vous regardez, ceux qui sont bien formés, qui ont fait des études supérieures, etc., leur taux d'emploi aux âges seniors, ils sont très élevés. Et les autres, les taux sont très faibles. Après, il ne faut pas se mentir. Je veux dire, c'est pas une personne qui n'a jamais suivi de formation depuis qu'il a 16 ans. C'est pas lorsqu'il va arriver à 55 ans qu'on va lui donner une formation et que là, ça y est, il va pouvoir faire des... Magie. Il n'y a pas de magie. Exactement. Il n'y a pas de magie en économie.
Je vous donne une formation, vous allez tout de suite, non, ça marche pas. Et donc il faut bien prendre en compte justement cette formation tout au long de la vie. On en parle souvent. Et la différence typiquement avec les pays nordiques, c'est que justement ça s'est intégré. Oui. Justement l'obsolescence des compétences, et d'ailleurs elle arrive très vite, elle arrive très très vite, il n'y a pas besoin d'attendre 50 ans pour être entre guillemets avec des compétences obsolètes. Et ben, il faut l'accompagner toute la vie. Si on veut avoir des seniors qui travaillent, il faut mener ça. Parce que d'une certaine manière, c'est un gâchis. C'est ça le problème, finalement, d'avoir tous ces gens qui ne travaillent pas. Puis gâchis social, psychologique. C'est un gâchis social, c'est un gâchis psychologique. Ouais. Et brise, même si la personne part avec des bonnes conditions, je veux dire, c'est quand même un peu triste. Je veux dire, voilà. C'est le cas de Jean-Michel dans votre livre. La vie de boulot, les copains, les courir et tout ça. Ben oui. Et on va revoir la couverture de votre livre, Les seniors et l'emploi. Livre passionnant parce qu'il est extrêmement documenté. Et puis, il vous permet de rentrer très, très doucement dans les chiffres, parce qu'il y a des graphiques, il y a des chiffres, par ces deux histoires, celle de Jean-Michel et de Sophie. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Hippolyte Dalbis. Vous êtes professeur à l'École d'économie de Paris, et puis vous êtes le président du Cercle des économistes, édition presse de Sciences Po, pour le livre Les seniors et l'emploi. Merci d'avoir fait un détour par notre plateau. Vous revenez quand vous voulez nous éclairer, évidemment, sur tous ces sujets qui vont agiter l'actualité, à ne pas douter. On passe à Fenêtre sur l'emploi. On va parler d'un sujet dont on avait beaucoup parlé la saison précédente. Vous vous rappelez, les avions cloués au sol. Plus d'avions. On pensait que l'aviation n'allait pas redécoller. Mais si, l'aviation redécolle. Et on en parle tout de suite avec un expert dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi. On a commencé notre émission en parlant des vétérinaires alors qui avaient de grosses difficultés. Là, on termine avec Fenêtre sur l'emploi en parlant des pilotes d'avion, qui est aussi un métier comme vétérinaire qui fait rêver les enfants. Et on en parle avec Geoffroy Bouvet, président de l'APNA, l'association des professionnels navigants de l'aviation. Et d'ailleurs, ça se voit sur ce plateau. Pilote de ligne, commandant de bord, retraité d'Air France. Et vous avez été instructeur, vous avez formé des pilotes. D'abord, pour être très large et très générique, on avait fait beaucoup d'émissions sur ce plateau pendant la crise Covid. Certains experts disaient c'est la fin de l'avion, les écologistes s'en étaient mêlés, souvenez-vous. Il faut arrêter de voler, il faut laisser les avions au garage. L'avion repart, il est dans le ciel. S'il dit avion, dit pilote. La profession se porte bien, elle va mieux, votre profession de pilote? Elle va beaucoup mieux, il y a de l'embauche partout. Donc effectivement, Air France aura embauché 700 pilotes depuis la fin de la crise, alors que son effectif est autour de 4000. Elle en prévoit d'en embaucher 300 de plus l'année prochaine, et toutes les compagnies embauchent. Alors, concrètement, pilote, c'est quoi la formation de pilote pour qu'on y voit clair? Il y a des écoles de pilotes? Il y a des écoles de pilotes. Alors l'école de pilote, il y a plusieurs voies. Il y a la voie effectivement gratuite où on fait Maths-P, enfin on va à l'ENAC, mais il y a 15-20 places par an, ce qui est les places sont chères à l'ENAC. Les places sont chères, c'est ça, pour plus de 1000 candidats. On va faire l'armée, qui est gratuite. Sinon, il y a les cadets de compagnies aériennes. Donc, il n'est pas impossible qu'Air France réouvre sa filière de cadets. Donc, on passe un concours pour des jeunes ab initio qui n'ont pas de cursus, forcément de cursus aéro. Mais principalement, on prend beaucoup d'ingénieurs, enfin de bac plus quelque chose. Ouais, il faut quand même préciser, pour ceux qui nous regardent, il faut quand même être un peu matheux quand même pour se mettre... Il faut un minimum. Il ne faut pas être forcément très très matheux. Le Maths-P, c'était juste, ça donnait des critères d'évaluation, mais pas besoin de faire Maths-P pour être pilote. Il faut faire un peu de calcul mental, parler anglais. C'est ça. Et puis après, il faut arriver à des compétences non techniques. Et quand on évalue un pilote, c'est au travers de ces compétences non techniques. Ça, c'est nouveau, ça, ou pas? C'est relativement nouveau. Parce qu'avant, il fallait savoir piloter, connaître évidemment l'ensemble des boutons, des règles techniques, mais le côté psy n'était pas pris en compte. Alors, quand j'ai débuté, effectivement, on nous apprenait à gérer des pannes et à piloter un avion en panne. Là, c'était ça le schéma. Donc, on est passé d'une gestion de panne à une gestion de trajectoire. Maintenant, on passe à des gestions de système. Et donc, la sécurité des vols, le taux d'accident a été divisé par 30 en 40 ans. Donc avec les automatismes, avec une meilleure formation des pilotes. Et aujourd'hui, on voit bien que l'évolution, pour s'améliorer, c'est les compétences des pilotes. Et la compétence pour être capable de gérer l'imprévisible. Donc l'affaire... de Lutson. De Lutson. Ce pilote qui, en dehors de toute procédure, puisque ça lui aurait été reproché, et d'ailleurs un film excellent a été fait, on lui reproche de ne pas avoir suivi les procédures, et il répond, si j'avais suivi les procédures, les 285 passagers étaient morts. Voilà, et donc tout a démarré en fait d'un accident qui était un accident de la Swissair, donc il y a un feu en 1998 à New York, Genève. Il a un feu de soute, et on sait que quand un avion est en feu non contrôlé, il a 20 minutes de survie.
Et plutôt que de se poser sur le terrain qui était en dessous de lui, il a respecté les procédures en disant il faut que je vidange mon pétrole pour ne pas me peser en surcharge. Enfin bon, on est entré dans un process où on a tous pris conscience. Et l'accident a eu lieu. Alors peut-être s'il avait été jusqu'au bout, peut-être qu'il n'aurait pas réussi à ramener son avion. Mais en attendant, tout le monde s'est dit, voilà, et là, Airbus et Boeing ont changé leur méthode et ont dit, la procédure, c'est un support. Ce n'est pas un objectif. Mais Geoffroy Bouvet, nous, on est une émission qui parle beaucoup de recrutement et cette rubrique qui est consacrée. J'entends dans ce que vous me dites, et votre rôle est important, votre discours est important, on n'est plus que sur du recrutement technique, on est aussi sur le soft skills, ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire l'attitude, le comportement, même les addictions, parce que j'ai vu qu'il y avait des pilotes, qui s'étaient fait d'ailleurs attraper, qui avaient pris des drogues, de la cocaïne en vol. Alors c'est extrêmement rare. Non mais c'est arrivé. C'est arrivé, mais alors, on les compte se doigt de la main dans le monde entier, parce que comme on est contrôlé médicalement parlant tous les ans et qu'on fait des... Il y a des tests, hein, prise de sang. Bah oui, donc forcément ça se voit. Non mais c'est important de l'entendre, que les choses sont cadrées, réglementées. Les salaires, puisque c'est important de parler aussi salaire. Alors c'est vrai qu'il y avait, je dirais, Air France, dont on dit qu'il rémunérait fort bien ses pilotes. Et puis il y avait toutes les cohortes de compagnies low cost dont les pilotes se plaignaient. Alors je ne vais pas citer les marques, mais on les connaît. C'est toujours la même chose ou les choses se sont un peu rééquilibrées? Non, elles ne sont pas rééquilibrées. Les ultra low cost, qu'on peut parler, le pire, c'est en termes de rémunération, c'est Wizz Air, Volotea. Finalement, et vous n'êtes peut-être même pas smicard quand vous commencez comme copilote à l'issue de votre école. Copilote, hein. Copilote, d'accord. Parce qu'on va vous mettre fictivement en détachement d'un pays type l'Espagne ou autre, où le mini garantie, le mini est beaucoup plus faible, mais ça vous permet d'acquérir une expérience. De faire une base. Voilà, faire une base, et derrière vous présenter les sélections dans les grandes compagnies major. Donc, après, il y a une sélection, c'est-à-dire qu'on commence un cursus par des petites compagnies low cost, et on se dit, je vais viser Air France, et là, il y a encore une fois un concours. Alors, c'est pas un concours, on évalue, on vous sélectionne pour voir si vous correspondez bien aux critères, sachant que ce qu'on recherche donc, c'est quelqu'un qui a une capacité cognitive importante, c'est-à-dire qu'il va être capable, parce que le pilote, toute sa vie, il va être formé, il va changer de machine, il va passer des stages, il fait tout le temps. Il fait des qualifs permanentes. Voilà, tout le temps en formation. Donc il faut qu'il apprenne vite, ça c'est ce qu'on va évaluer. Et puis deuxième chose, on va évaluer son comportement et donc sa capacité à gérer les situations complexes. Donc test psychologique, Geoffroy, il y a des tests. Comment on évalue ça? C'est des tests? C'est des tests d'abord de travaux de groupe. Alors, il y a un test psychologique qui est lié à l'affaire du Germanwings et du suicide du pilote, pour identifier si vous avez des tendances suicidaires. Bon, ça, c'est obligatoire. Et puis après, on a les vrais tests de comportement. Et là, on vous met dans des travaux de groupe. En fait, on vous met 3 ou 4 ou 5 pour voir comment... Et on vous donne un problème complexe, ingérable dans le temps imparti. Et on va pour générer du stress. Générer du stress et puis voir votre capacité, comme dans un avion. Vous avez un avion, vous devez prendre une décision rapidement. Vous n'avez pas 2 jours devant vous pour établir toutes les hypothèses. Donc il faut établir l'hypothèse très rapidement et vous dites que par exemple vous avez une demi-heure de pétrole devant vous, d'autonomie. Il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Sachant que, toujours pareil, l'avion... Hors procédure, on est d'accord là. Ça peut être dans la procédure si vous y arrivez, ou sinon hors procédure. Voilà. Mais Objectif, sauver quand même les passagers. L'objectif, sauver les passagers. Quand vous avez la montagne devant vous, je ne sais pas si c'est la meilleure solution à droite ou à gauche, mais il ne faut pas aller dans la montagne. Geoffroy Bouvet, merci de nous avoir répondu. Combien de tours du monde vous avez fait? Vous avez le chiffre de le kilométrage que vous avez... J'ai pas fait le calcul, j'ai fait un peu plus de 20 000 heures de vol, on va dire à 800 km par heure. J'ai fait plusieurs fois l'aller-retour lune, oui, ça c'est sûr. Et vous continuez toujours à piloter malgré vos activités de retraité? Dans les avions aéroclubs, puisque je n'ai plus le droit de piloter les avions commerciaux à partir d'un certain âge. Les gros porteurs, les gros avions, les Airbus, les Boeing, c'est fini? C'est fini. Mais vous continuez toujours à piloter des petits avions pour le plaisir? Pour le plaisir. Ouais, le vol, c'est une passion, et être pilote, c'est aussi une passion. Il faut rappeler que c'est un métier de passion. Merci Geoffroy Bouvet d'être venu nous rendre visite, président de l'APNA, qui vous autorise d'ailleurs de pouvoir porter encore votre uniforme de commandant de bord. C'est l'uniforme que vous aviez et que vous avez, j'imagine, et que l'on a dans les avions. Association des professionnels navigants de l'aviation, merci de nous avoir rendu visite pour terminer cette émission. Un métier qui se porte bien, n'hésitez pas si vous voulez devenir pilote. C'est la fin de notre émission. Merci à tous, merci de votre fidélité évidemment, merci à Raphaël à la réalisation, merci à Thibaut pour le son, merci à Nicolas Juchat qui m'accompagne dans l'émission, merci à Carla pour l'accueil invité, merci à vous pour tous vos messages. Je serai là demain. Bye bye.